Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Bienvenue sur Sud Radio en ce samedi 13 juin. Nous sommes en direct du stand de la Fédération nationale de la chasse au Salon Game Fair de la Baute-Beuvron, qui est la grand-messe des chasseurs et des chasseresses de France. Et si je dis grand-messe, c'est qu'il y a grand prêtre. Et le grand prêtre, en l'occurrence, c'est l'immense Willy Schran qui est avec nous, avec lequel nous allons parler chasse, gibier, tous les enjeux qui aujourd'hui passionnent les Françaises et les Français qui s'intéressent encore aux préservations de ce patrimoine. Willy Schran, la chasse, ce sont des sujets, ce sont des occasions de se disputer, de se rassembler. C'est un sujet politique. Il y a des enjeux environnementaux, écologiques. On a vu Daniel Labaronne tout à l'heure qui nous a parlé de ce groupe d'études. Oui. Avec des députés, il y a aussi des sénateurs. On a même appris que Mme Voynet était dedans. Mais la chasse, c'est surtout au départ, c'est pour se nourrir, c'est pour s'alimenter. Oui. C'est cette cueillette. Alors, c'est pas des cueillettes de fruits comme les premiers hommes. On cueille ce que la nature, l'offrande de la nature naturelle dans la faune, avec des animaux merveilleux qui vivent en liberté, des animaux sauvages, et puis on les cueille, et ces animaux nous restituent dans l'assiette toute la magie de leur vie, le paysage dans lequel ils évoluent, le goût du terroir, le goût de l'air, le goût de la pluie. La gueule de la France, c'est aussi le gibier. Et on va aujourd'hui en parler avec vous, Olivier Touchard. Olivier Touchard est là. Olivier Touchard, vous portez le label marque Gibier de France. Et le but, c'est qu'aujourd'hui, le consommateur français qui va chez les artisans bouchers, charcutiers, chercher nos bonnes viandes de bœuf, de porc, d'agneau, des volailles magnifiques, et bien aussi, il a le droit aussi d'accéder à ce produit de la terre de France, authentiquement français, qui est le gibier dans toute sa diversité. On a Joël Dantu qui va nous expliquer comment le mettre en valeur, comment que l'animal restitue toute sa magie. Olivier Touchard, quel est le choix que l'on a, où est-ce qu'on peut le trouver? Willy Schran, vous allez nous expliquer, on va discuter avec vous pourquoi c'est bon, pourquoi c'est juste, pourquoi c'est propre et pourquoi il y a de la culture et de l'amour de la France dans la façon dont on déguste le gibier. Je commence par Olivier Touchard. Olivier Touchard, label marque. Alors vous voulez les deux, label marque. Gibier de France avec un très très beau logo. J'ai vu la charte, c'est formidable, mais c'est à la fois de la cuisine populaire et de la haute gastronomie. Oui, bonjour. Alors c'est exactement ça. L'objectif finalement, quel est-il? Eh bien, par rapport à la progression des prélèvements de grands gibiers, c'est de trouver une destination et de ce fait en faire profiter un plus grand nombre, chasseurs, non-chasseurs bien évidemment, et structurer cette filière venaison avec une simplification réglementaire indispensable, de façon à ce que l'ensemble des consommateurs, comme vous le disiez, puissent aller chez leur boucher, charcutier, restaurateur, toute l'année. C'est important. On a besoin de désaisonnaliser la consommation du gibier et puissent trouver ce gibier à un prix accessible. Alors on entend sonner les trompes, c'est absolument pas de la mise en scène, c'est spontané et naturel. Je ne dis pas, on n'est pas au chant du Brame, mais ça pourrait un jour, on en fera peut-être en direct. Olivier Touchard, sans parler de filière, comment le commerçant, comment l'artisan qui veut proposer du gibier à ses clients, à ses consommateurs, par quelle filière, par quel moyen peut-il accéder, j'allais dire, à cette production, Alors pour répondre simplement à votre question, il y a deux façons. Une première, c'est que le chasseur, réglementairement, peut vendre à un commerce de détail, boucher, charcutier, traiteur, dans un rayon de 80 km, un animal entier. Voilà, et donc ça c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, on a dans le métier ce qu'on appelle des établissements de traitement du gibier, qui sont les équivalents d'abattoirs, qui collectent le gibier auprès des chasseurs et qui ensuite le revendent à ces commerces de détail. Et pour répondre à votre précédente question, l'objectif, c'est également que le consommateur puisse identifier le gibier à travers la marque label, Gibier de France, et qu'il identifie deux choses. Que le gibier soit français, que le gibier soit sauvage. C'est presque une appellation d'origine protégée. Appellation, oui, parce qu'on nomme le gibier. L'origine, on sait où il a été chassé, d'où il provient, et on le protège parce que ça fait partie du patrimoine alimentaire français, peut-être le plus glorieux patrimoine, et à la cour des rois,
Le summum, c'était de servir un gibier. Je rappelle que cette viande vient d'un animal qui a choisi lui-même sa nourriture. C'est la plus noble vertu que l'on puisse offrir à quelqu'un qui veut se nourrir d'une viande juste, propre et saine. C'est quasiment une viande écologique. Willy Schran, quelle merveille de savoir, quelle bonne nouvelle. Autrefois, on tombait sur un commerçant qui faisait du gibier. Souvent, les bouchers pouvaient en faire. Je vous avoue, Willy Schran, quand je vais au Pays Basque, de l'autre côté de la Bidassoa, les bécasses sont en vente chez le marchand de légumes au moment de la saison, 16 €. Alors je les consomme sur place puisqu'on n'a pas le droit de le faire en France. Bien raison. Mais c'est vendu comme on vendrait une volaille ou comme on vendrait, tout simplement dans toute simplicité et on le partage convivialement. Là, la belle marque Gibier de France, c'est une conquête énorme pour le consommateur. C'est une conquête énorme. Alors, je vais me permettre de remettre ça un tout petit peu dans le contexte, parce que de toute façon... Vous êtes là pour ça, Willy Schran. Olivier Touchard, on parlera de toute façon mieux que moi. Il est au cœur vraiment de tout ça, il fait un truc formidable, mais il faut bien comprendre que la place aujourd'hui du gibier dans la gastronomie française est en train de reprendre la place qui a toujours été la sienne. Je dirais que si nous sommes devenus un jour, si on a mangé de la viande, c'est parce qu'on a été chasseurs. C'est sûrement ce qui nous a permis à un moment de développer notre cerveau. C'est la convoitise du monde animal qui nous a fait réfléchir comment les choper, comment les manger. C'était ça, c'était la bouffe. Fallait qu'on les mange. L'être humain est devenu intelligent, Willy Schran, Oui, parce qu'il a dû se redresser pour chasser, parce qu'il avait besoin de protéines. Exactement. Le cerveau a pu se développer. Exactement. Et si l'homme est devenu homme, ce qu'il est devenu aujourd'hui, avec son intelligence, c'est parce qu'il a été Voilà. prédateur. Et si la gastronomie française est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment, le gibier a été ce qu'on a tenté de magnifier. C'était quelque part la différence entre la viande domestique qui est accessible à tout le monde et le gibier qui était plutôt réservé à une élite. Donc on va dire les cours de rois et de princes en Europe et dans le monde ont cherché toujours à créer quelque chose de plus qui leur était personnel. C'est comme ça que la cuisine française a créé les sauces qui sont toute la richesse et le patrimoine de la gastronomie française. Mais n'oublions pas que c'est grâce au gibier qui devait être magnifié plus que le reste qu'aujourd'hui on a la France comme elle est et qu'elle a sa gastronomie qu'elle est comme elle est. Willy Schran, vous savez que vous parlez à qui de droit. Je vous confirme et je vous remercie de rappeler que si la gastronomie française est devenue ce fleuron du patrimoine mondial, qu'elle est reconnue, bien entendu, et si les grands cuisiniers se sont mis à réfléchir de façon culturelle et artistique à la façon d'élaborer et de transformer un produit, c'est parce que c'est le gibier qui leur portait et que toutes les grandes sauces... La cuisine française, c'est de la sauce. C'est de la sauce, on va on est pas tourner d'accord, autour du c'est de pot. la sauce. Bon, la sauce grand veneur et la périgourdine, c'était fait Voilà, pour du gibier. c'était fait pour du Merci aux chasseurs. Alors, j'ai Joël Dantu qui est là. Le cheval blanc à ivoire, le marron à la sortie de la Motte Beuvron, ça ne s'invente pas. Alors, on sait aujourd'hui tous les grands cuisiniers étoilés dans les guides font du gibier et travaillent le gibier. De plus en plus. De plus en plus et de façon évidemment très élaborée. Joël Dantu, c'est le cuisinier du terrain, c'est l'enfant de la Sologne, il est là et il va nous parler de la façon dont les cuisiniers solognots honorent, consacrent et rendent grâce à ces vertus de la terre que sont le gibier. Joël Dantu, merci d'être en direct sur Sud Radio en ce samedi de salon de la chasse depuis le stand de la Fédération nationale de la chasse avec Willy Schran et Olivier Touchard. Vous êtes un régional de l'étape. Pour vous, le gibier en cuisine, c'est quoi ? C'est très important le gibier pour moi parce que déjà c'est local. C'est local, donc nous on prend que du gibier sologno, voilà, dans les propriétés autour d'Ivoire-le-Marron. Il y a encore de la ressource ? Ah oui, il y a de la ressource, il n'y a pas de problème. Bon. Il n'y a pas de problème. Et en plus, il est de mieux en mieux traité le gibier, parce que les gardes, les propriétaires ont fait des locaux pour recevoir le gibier, pour le commercialiser dans de très bonnes conditions. C'est ça qui est important aussi. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit comme Obélix, je suis persuadé. Voilà. Rappelez-moi votre premier souvenir de préparation d'un gibier. C'était chez un chef, chez un maître. Comment ça Mon premier souvenir, c'était une gigue de chevreuil. Gigue de chevreuil. Voilà. Une gigue de chevreuil, grand veneur. Dites-nous ce qu'est la sauce grand veneur. Parce que justement, Olivier Touchard, ici, il représente la venaison française. Quel mot merveilleux. Frondaison, venaison. Voilà. Et le grand veneur qui avait un rôle essentiel à la cour du roi. Dans sauce grand veneur, qu'est-ce que c'est ? La base d'un fond. Le fond est fait avec les parures de gibier. Bien. Et après, c'est, comment ça s'appelle, avec le fond est réduit.
Et on le lie avec la groseille, la gelée de groseille, montée au beurre, voilà. Donc légèrement aigre-doux, Voilà. un peu sucré-salé. Légèrement, c'est un sucré-salé. Ça va bien. Et puis Ça, l'oseille va aussi souvent, quelquefois on peut mettre dans des voilà. sauces. Alors ça c'est le gibier à poil. En gibier à plume en Sologne, Le il y a gibier quand à même plume, quelques bestioles exceptionnelles. Gibier à plume, nous, à l'auberge, on fait la tourte de gibier. J'y ai goûté, c'est un grand instant. On y a français. tous goûté. On y a tous goûté, La Joël. tourte de gibier avec à base de foie gras, et donc ça marche très bien. C'est vraiment et l'important dans le gibier, c'est qu'il ne faut pas que ça soit trop cuit non plus. Voilà, Bien parce sûr. que juste que le collagène soit juste cuit, mais pas trop. J'ai Et goûté donc, un pour jour. apprécier tous les parfums. Et tous les parfums du gibier. Ça, c'est ça qui est important. J'ai goûté un jour dans les Corbières un lièvre saignant sorti du four, à peine cuit, et on sentait que les chasseurs qui étaient là consacraient cet instant le Willy Schran, un des plus grands plats, le plus grand plat de la cuisine française emblématique. Voilà, le château de Versailles, l'abbaye de Cluny, le Mont-Saint-Michel, c'est l'oreiller de la Belle Aurore de Brillat-Savarin, qui regroupait à l'époque 25 gibiers différents. Je n'en ai jamais goûté. Alors, nous irons ensemble chez Paul Bocuse. Il a le meilleur tablier. Oui, je sais. Et Le meilleur. J'aimerais beaucoup qu'on y aille ensemble. Oui, évidemment. On va y aller. Bon, le gibier aujourd'hui, est-ce qu'il faut que les Français se réapproprient? Bien sûr. D'abord, il y a un problème, tout n'est pas toujours cher. Mais C'est c'est pas une cher. viande. C'est une viande de telle qualité, il y a un tel message environnemental, naturel, culturel. Il faut que les Français réapprennent à faire la cuisine ou non à cuisiner le gibier. Et nutritionnel, si je peux me permettre, parce qu'on est en plein dans les régimes protéinés. Là, vous êtes sur une viande naturellement riche en protéines, mais aussi pauvre en matières grasses. Alors, j'invite nos Peut-être. auditeurs Oui. à aller sur le site de la Fédération nationale de la chasse, la viande de gibier, viande sauvage et durable. On a tous les éléments, toutes les vertus, les pourcentages, toutes les vertus nutritionnelles, comment le préparer. Willy Schran, faudrait presque le rembourser, le faire rembourser Oui, par la oui, Sécurité sociale. je pense qu'on sur devrait le faire. ordonnance, Dr Schran. Ce qu'il faudrait faites-nous une surtout, ordonnance. et là je vais reprendre un petit peu ma grande gueule habituelle, il faudrait juste surtout que l'État comprenne un petit peu qu'à un moment il faut nous lâcher la grappe. Aujourd'hui, c'est plus compliqué de manger un morceau de sanglier qui a été tué dans notre village que de manger un steak de cerf qui vient de Nouvelle-Zélande. Mais oui. Au principe de précaution Mais oui. à la française Mais oui. et aux normes sanitaires de la DGAL qui nous étouffent littéralement et qui nous empêchent de consommer notre gibier au nom du principe de précaution. On est arrivé à ce niveau-là. Vous avez un allié de poids qui est Gérard Larcher, président Oui, du mais il Sénat. a raison, Gérard Larcher. On n'arrête pas de se battre là-dessus. Sauf que pour l'instant, on est toujours au même point. On reste sur Sud Radio. Joël Dantu, on va en parler. Olivier Touchard, vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour parler saveur du gibier et cette cuisine qui met en valeur nos territoires, nos paysages et la passion que l'on a à chasser en France. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Vous êtes en direct sur Sud Radio, en direct depuis le salon de la chasse, en direct du stand de la Fédération nationale des chasseurs, présidé par Willy Schran, ici dans la terre solognote, au cœur de la France, au pays des chasseurs, parce que la Sologne, c'est Raboliau, c'est Maurice Genevoix, ce sont ses souvenirs, cette histoire de France qui s'écrit aussi dans les parties de chasse. Willy Schran, on va aborder des sujets un petit peu plus politiques, ceux qui ouvrent le débat dans ce pays. La chasse, elle reste au cœur de l'identité de nos campagnes quand même, c'est une activité campagnarde, et les paysans ont souvent été de grands chasseurs. C'est eux qui, après les seigneurs, c'est eux qui ont montré la voie de la noble chasse, de la jolie chasse. Je pense qu'aujourd'hui, la chasse va même plus loin. Il faut juste aller je vais au salon des mers comme vous, Perico, mais quand je suis sur mon stand là-bas, quand je vois ces centaines, voire des fois ces milliers de maires qui viennent nous dire heureusement que j'ai le monde de la chasse, parce que c'est la dernière association du village qui reste. En fin de compte, c'est au-delà de la chasse. C'est souvent le dernier lien social qui permet encore aux maires d'avoir les mains qu'il faut pour distribuer le colis des vieux à Noël, d'organiser un loto ou un couscous ou un cassoulet ou un truc où on peut gagner un peu d'argent.
la fonction de la chasse aujourd'hui dépasse largement le simple fait de chasser, le simple fait de réguler. Il y a effectivement cette toile d'araignée à la fois sociale, culturelle, et c'est un dernier rempart qu'on ne doit pas laisser partir. Si celui-là tombe, le reste tombera, mais à une vitesse incroyable. Willy Schran, comme je disais dans mon humeur, la chasse est bien le dernier lien qui rassemble des gens qui sont de la ville, de la culture urbaine, mais qui viennent chasser, ils comprennent ce qu'est la nature, ce que sont les paysages, ce que sont les territoires. C'est la chasse qui rassemble ces Français qui ont des sensibilités différentes. Tout à fait, c'est ça, c'est cette mixité entre urbains et ruraux. C'est pas, je dis toujours la chasse, le monde rural, ou la chasse dans le monde rural, c'est pas simplement vivre à la campagne, c'est un état d'esprit. C'est une ouverture d'esprit. C'est encore respecter les différences, ne pas vouloir imposer par la violence tout ce qui nous oppose. Regardez les chasseurs, comment on est des fois traités. Est-ce qu'une fois il y a un chasseur qui a pété un câble et qui a fait une connerie ? Jamais. On est des calmes. On est des gens modérés. On regarde tout ce qui se passe à la télé, mais on est dans un monde encore, je dirais un monde heureux, heureusement. Donc il faut qu'on conserve tout ça. Et l'on peut dire sans hésiter, Willy Schran, que lorsqu'il y en a un qui ne respecte pas la règle du jeu, eh ben, il est mis sur le côté. On lui botte les fesses et ça va vite. Et il y en a, mais comme dans toutes les corporations, mais je peux vous dire qu'on trie en interne et ça va vite. Vous êtes peut-être plus sévère que les gens de la classe politique entre eux, quelquefois. Probablement, c'est sûr même. Sur l'exigence. Alors pourquoi les écologistes, qui nous parlent de nature, qui nous parlent d'environnement, qui nous parlent de vivant, on pourrait dire que le discours écologique, il est le même que le vôtre. Pourquoi ils vous en veulent autant ? Non, je pense que... Pas tous, hein, pas tous. Ouais. Bon, une grande partie quand même. J'avais pas grand-chose pour relever le niveau à mes yeux. Donc, non, je pense qu'eux, ils ont opté... En fin de compte, l'écologie politique aujourd'hui, c'est une... Je pense que c'est un des plus grands mensonges qu'on ait pu inventer, effectivement. On vous crée une tension, on vous crée une anxiété, on vous crée un besoin. Et nous, on n'a jamais eu les problèmes dont on nous raconte. On nous parle de réchauffement climatique, oui, ça existe peut-être. On nous parle de ci, de biodiversité, mais tout ça, on le vit naturellement. Tout ça, on voit les problèmes, on est dedans. Il y a des gens qui arrivent à monter un programme politique en foutant la trouille à tout le monde. En termes de choix énergétique, c'est une catastrophe absolue. Ils nous ont envoyés dans le mur, ça va nous coûter des centaines de millions d'euros. Bien sûr, mais là, on est en train, mais on marche sur la tête dans tellement de domaines. Là, on découvre. Ouais, on découvre. Mais effectivement, donc le monde rural, je pense honnêtement, n'a aucune leçon à recevoir. Que des mecs qui habitent dans une grande tour à Paris viennent m'expliquer comment moi je vais gérer la terre qui est la mienne, qui m'appartient dans mon village. Bah celui-là, il est pas encore né. Ou un bureau de Bruxelles. Ou un bureau. Alors, encore c'est pire, un bureau de Bruxelles, mais vous avez raison, Vérico. Aujourd'hui, les normes qui régissent le monde rural, en fin de compte, vous l'avez très bien dit dans ce que vous avez expliqué tout à l'heure, c'est que, dans votre billet d'humeur, on va dire, c'est qu'aujourd'hui, on a des lois pour le monde rural qui sont imaginées par des gens de la ville, voire 30 mecs à Bruxelles, qui de toute façon sont payés pour avoir des idées, ce qui est le plus dangereux d'ailleurs. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un compte devant un ordinateur qui s'emmerde, parce qu'il invente quelque chose, c'est comme ça qu'il paye son salaire. Donc quand on lâche le mec, c'est une catastrophe. Mais donc, il faut avoir ces gens-là à l'œil, mais qui nous foutent la paix. Quand ils viennent sur le terrain, on les prend quelquefois pour des missionnaires qui viennent évangéliser des populations attardées. C'est extraordinaire. La vénerie. Alors la vénerie, c'est un des exercices de la chasse qui a un rituel, qui a un protocole. On est habillé. On sonne la trompe. Elle est très, très au cœur d'une polémique parce qu'évidemment, l'hallali est un instant qui est considéré comme cruel par les protecteurs des animaux. Pour autant, la vénerie, c'est un instant de la chasse qui fait partie aussi de ce patrimoine. Je ne peux pas comprendre ce qu'on reproche aujourd'hui à la chasse à court, à la vénerie. Une meute de chiens qui court après un cerf, quelle différence avec une meute de loups qui court après le même cerf ? Je vais même aller plus loin. Il n'y a pas une chasse qui est plus proche des réalités de la biodiversité ou de la relation entre prédateurs et prédatés que la société de vénerie. Que la vénerie, la chasse à court, pardon. On éprouve un animal sur deux choses. Ses capacités physiques et sa faculté à raisonner. Celui qui... Je vais être brutal, mais il faut y être à un moment, il faut expliquer les choses. C'est la sélection naturelle, Périco. Donc qui c'est qui meurt ? Le plus vieux ou le plus con ? Et c'est tant mieux pour l'espèce. C'est comme ça qu'on progresse. Et quelquefois, c'est les chasseurs qui perdent. Mais 9 fois sur 10, c'est le chasseur qui perd. Et on le sait bien. Alors oui, parce que... Mais allons au bout des choses. On est aujourd'hui dans une telle violence en France, dans une espèce de lutte des classes permanente. Avoir de l'argent, c'est sale.
Avoir une particule, c'est sale. Être monté sur un cheval pour aller à la chasse, c'est sale, c'est affreux. On est dans ce monde-là actuellement, dans cette violence-là. On reproche aujourd'hui à cette chasse à courre simplement d'avoir été longtemps la chasse des rois. Mais ça n'est plus le cas. C'est quand même la chasse la plus populaire de France puisqu'elle est suivie par 100 000 non-chasseurs tous les ans. Ah, mais je connais des gens d'origine très modeste qui se vêtent, s'habillent... Et qui prennent leurs pieds, qui sont heureux d'aller là-dedans et qui vont peut-être fréquenter, oui. Mais il faut arrêter de penser que toute la noblesse française, aujourd'hui, ce sont les seuls qui vont chasser à la cour. C'est ridicule d'imaginer ça. Il y en a, et tant mieux. Et nous sommes bien d'accord que le cerf a plus de chances d'échapper à la Lali que le taureau au matador, au torero. Oui. Alors, j'aime beaucoup la corrida aussi, mais c'est un autre débat. Alors, il y a quelquefois des sujets qui fâchent, bien entendu, comme toute activité sportive en plein air avec des armes, il y a des accidents de chasse. Est-ce qu'il y a des vrais chiffres? Est-ce qu'il y a des chiffres qui sont abusifs? Quels sont vos chiffres à vous? Non, ce sont les mêmes. D'ailleurs, c'est sur les mêmes que tout le monde, puisque c'est l'OFB qui les publie. L'année passée, on a eu, en fin de compte, 4 décès à la chasse, uniquement entre chasseurs, dont 3 auto-accidents, des gens qui ont mal manipulé eux-mêmes leurs armes ou qui ont glissé avec leurs armes. Faut juste imaginer qu'il y a 30-40 ans, c'était 50, dont la moitié qui n'était pas chasseurs. Accident, vraiment Mortel. Non, je parle que des mortels. Accident ou incident, on va dire. Accident mortel, environ. Voilà. Et maintenant, on est à 4. Voilà. Et Le on est à gilet 4. orange a changé beaucoup de choses. Oui, le gilet orange a permis à beaucoup de gens de nous voir. Et puis petit à petit, il s'est passé quelque chose d'intelligent, c'est que beaucoup d'autres usagers de la nature aujourd'hui le mettent également. Et ça, c'est malin. Voilà, comme ça, on se voit tous et on est tous contents d'être là. Après, on a fait un très gros travail en interne. Vous le disiez tout à l'heure, Perico, on l'a nettoyé aussi dans nos rangs. Il y a des mecs qui ne doivent pas. Alors, moi, je respecte tout le monde, je veux qu'on me respecte, mais on a, nous, quelque chose sur nos épaules. C'est qu'en plus d'être dans la nature, même si on est chez nous, on a une arme dans les mains. Donc on doit être exemplaire, donc on doit travailler à ça pour tendre le plus vite possible vers le zéro accident. Et puis la régulation, il y a des gens qui n'aiment pas les flics, mais quand il y a un cambriolage ou qu'on est attaqué, on est content de les avoir, et les gendarmes aussi. Et moi je connais des gens qui disent les chasseurs sont des criminels. Et puis, mais que font les chasseurs? Ma propriété a été ravagée par... Les sangliers ont ravagé. Les sangliers ont ravagé. Il y en a un qui nage dans la piscine depuis dimanche matin. Et quand on a besoin d'eux, ils sont jamais là. Exactement. Ou alors quand on a eu un accident. Un Perico, 20 000 collisions tous les ans actuellement avec des animaux sauvages et des voitures. 50 de morts quand même. Quelques centaines de gens qui garderont des séquelles suite à ces accidents. Heureusement qu'on est là. Et c'est gratuit, on ne demande rien en plus. Bon. Un permis de chasse à l'arc éventuellement? Oui, un permis de chasse à l'arc, puis peut-être de publier les dégâts. On est quand même déjà au boulot tout le temps, même si c'est une passion et même si pour nous, certains diront que c'est récréatif, peut-être, mais on sert quand même l'intérêt général. Il est quand même totalement anormal qu'on continue à payer les dégâts des grands animaux, même sur les territoires où on ne mettra jamais un pied. C'est quand même le comble. Donc l'héritage laissé par la chasse à la culture française est énorme, il est réel, énorme. Et il faut le préserver. Et il faut se battre pour ça. Et le transmettre. Exactement. Alors justement, voilà, on va faire une petite pause et puis on va parler de la relève de cette jeunesse et quelquefois des jeunes femmes qui elles aussi n'hésitent pas à s'investir dans le monde de la chasse. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Willy Schran, il faut de la relève pour les chasseurs. Alors il y en a toujours eu à l'intérieur des familles, mais il y a des nouvelles générations qui arrivent et quelquefois des candidats à la chasse, des candidates qui arrivent dans des situations inattendues, des jeunes femmes. Oui. Donc on voit un retour, c'est-à-dire que la chasse n'est plus perçue comme une activité masculine, virile, un peu agressive, mais comme, j'allais dire plutôt, une façon d'aimer la nature et de s'y impliquer. Exactement, et on a quelques chiffres très significatifs. Il y a à peu près 3% de femmes qui chassent aujourd'hui en France, mais à l'inscription du permis de chasser, on n'en a jamais eu autant, puisque quasiment un quart des inscriptions aujourd'hui, ce sont des femmes. Et ça ne fait qu'augmenter d'année en année, donc ça veut dire que dans les années qui viennent, on va avoir un rééquilibrage très significatif entre les hommes et les femmes qui chassent, et je pense même que c'est naturellement... Ça va surprendre ce que je veux dire, mais c'est naturellement quelque chose, c'est une activité qui est vraiment faite d'abord et avant tout pour les femmes. Voilà, quand je vois la passion dans leurs yeux, on les voit maintenant, on les fréquente, on chasse avec elles, quand je vois la passion que peuvent avoir les femmes dans cette activité de chasser, ça m'interpelle énormément. Vous avez quelque chose de plus, mesdames, c'est évident. Alors, je vois beaucoup d'hommes qui chassent pour chasser.
Je n'ai jamais vu une femme qui chasse pas que par passion, mais vraiment de façon très très forte. Mais elles vont en parler beaucoup mieux que moi dans quelques instants. Vous ne croyez pas si bien dire, Willy Schran, puisque nous avons en studio, à nos côtés, deux chasseresses. Hein. Voilà, il y a toujours un exercice vocal qu'il faut prononcer. Merci d'avoir établi le mot chasseresse, ça nous oblige, nous. Voilà, parce que chasseur, c'est facile à dire. Mais chasseresse, il y a un petit effort intellectuel. Donc j'ai Camille Laplace, vous avez 43 ans, je donne votre âge, ingénieure hospitalière, Bonjour. famille de Lambilly, 23 ans, dessinatrice industrielle et présidente des jeunes chasseurs de Côte-d'Armor. Je commence. Chasseresse. Chasseurs, Des oui. chasseurs et des chasseresses, voilà. Là aussi, est-ce qu'on peut fusionner les deux? Camille Laplace, comment cette conversion, parce qu'on s'est parlé au téléphone hier, Oui. bien sûr, vous m'avez dit, j'étais pas prédestiné du tout Ah non, pas du à un tout. jour chassé, et puis vous êtes tombée dedans parce que vous êtes tombée amoureuse de cette activité. Exactement. Bah, moi, je suis pas née dans une famille de chasseurs. Voilà, c'est pas comme Obélix, c'est ce que je vous disais hier. Tout à fait. J'ai découvert la chasse sur le tard. J'ai commencé à la sortie du Covid par chercher une activité qui me permettait d'être en extérieur, de me concentrer, etc. Dans quelle région? Alors, moi, j'habitais à Fontainebleau à l'époque. Bon, alors déjà, vous étiez dans un environnement qui est quand même, les chasses royales de Fontainebleau étaient célèbres. Et oui, mais pour autant, vous n'étiez pas Et dans non, je ne les connaissais pas du tout. Que- J'étais Belly-Fontaine, mais sans pour autant savoir qu'il y avait de la chasse. J'ai commencé par le Baltrap, et forcément, au Baltrap, j'ai rencontré des chasseurs qui m'ont dit « Attends, t'es en forêt de Fontainebleau, puis le Baltrap, etc. Et peut-être il y a un lien, tu devrais commencer. Tu devrais au moins t'intéresser. » Et donc, les chasses là-bas sont gérées en grande partie par l'ONF. Et j'ai contacté l'ONF qui m'a vu un peu comme une extraterrestre, parce que bon, vous arrivez à l'âge que j'avais... C'était pas habitué. Exactement, mais j'ai été extrêmement bien accueillie, faut vraiment le dire. Et on m'a fait découvrir, je suis allée directement dans la traque. Et là, vous découvrez Ah oui, la forêt bien sûr. d'une façon complètement Bien sûr. différente. Immersion dans la nature. Immersion complète, voilà. Des rencontres avec les animaux que vous ne faites jamais autrement, en fait. Vous ne pouvez pas les rencontrer et les croiser d'une autre façon qu'à travers la chasse. De cette façon-là. Et puis un jour, vous quittez l'île de France, Et puis un jour, vous allez sur les bords de la Méditerranée. Exactement. Rebelote, il y a aussi des chasseurs Et là-bas. oui, il y a des chasseurs À là-bas. tel point que vous vous en mariez un. C'est Exactement. extraordinaire. Voilà, je suis actuellement dans le Var. Et bon, les chasses sont très différentes d'ailleurs. Il y a des chasses dans le Var, des chasses traditionnelles. Et en fait, je me suis passionnée de cette chasse-là, de toutes les chasses en fait. J'ai voulu découvrir un maximum toutes les typologies de chasse qui pouvaient exister. Je compare souvent la chasse avec le vin et le fromage, si vous voulez. Une région, une chasse, et c'est très 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 plaisant à découvrir, peu importe l'endroit où vous êtes. Qui n'a pas lu La gloire de mon père avec la Et chasse à oui, la Bartavelle, J'ai épousé un petit le coup pagnol. du roi, Et les deux la Bartavelle en une carte. perdrix royale, la Bartavelle. Voilà, et j'en ai goûté une fois dans ma vie, je peux vous dire que c'est assez exceptionnel. Fanny de Lambilly, alors vous êtes allée dans la chasse, mais en plus vous avez décidé de prendre des responsabilités, j'allais dire sociales et politiques, en présidant les jeunes chasseurs et chasseresses des Côtes-d'Armor en Bretagne. On chasse en Bretagne aussi. Oui, on chasse en Bretagne. Mes parents On sont pêche chasseurs. en Bretagne surtout. Hein, Oui, voilà. ils pêchent aussi. Mais il y a Je aussi du pêche pas, gibier. moi. Il n'y a pas que le homard, la langouste et la coquille Saint-Jacques. Il y a Non. quoi d'ailleurs justement comme gibier en Bretagne? Il y a de la bécasse, La bécasse. le pays de la bécasse. Trop. Je chasse pas la bécasse, mais je chasse le grand gibier. Je chasse le cerf et le sanglier, le chevreuil, en battu et à chasse à court aussi. Et, Dans l'Argoate, dans la Bretagne intérieure plutôt. Comment Dans l'Argoate, dans la Bretagne intérieure, vous savez, la Bretagne, il y a l'Armor. Oui, et le littoral. plus en centre-Bretagne. En centre-Bretagne. Plus en centre-Bretagne, en forêt. Donc forêt de la Hunaudet, forêt de la Noé. Plus dans les Côtes-d'Armor, du coup, comme je suis dans les Côtes-d'Armor. Bien sûr. Et à l'inverse de Camille, moi, mes parents chassent, mais ils chassent au petit gibier. Et donc je connais la chasse depuis toute petite. J'ai commencé à m'intéresser à la chasse vraiment quand j'ai découvert la chasse au grand gibier et le fait de voir des animaux vraiment, des sangliers, des cerfs aller en forêt, parce que du coup mes parents chassent en communal et on chasse vraiment que dans des petits bois, des petites vallées. Et aller en forêt, vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, voir des animaux, etc. Parce que la chasse à courre, c'est plus de l'observation, on va dire. Alors, Et du coup- par quel biais êtes-vous devenue présidente surtout de cette... On vous a désigné comme ça par votre engouement, par votre ferveur? Oui, à vrai dire, l'association des jeunes chasseurs des Côtes-d'Armor, c'est une association qui existe depuis un moment, depuis 2006, il me semble. Et avec le Covid, en fait, elle a été mise en sommeil. Et donc, du coup, on m'a contacté pour reprendre l'association. Donc, du coup, on a repris l'association avec une dizaine de jeunes chasseurs.
Et donc du coup, voilà, ça fait un an et demi que l'association existe et on fait des chasses des jeunes, des soirées Bram. On organise aussi des voyages. Donc là, on a été en Meurthe-et-Moselle cette année. On a fait un échange avec une autre association de jeunes chasseurs. Olivier Touchard, la venaison, elles viennent partout en France. On a la chasse en Provence, on a la chasse en Bretagne. C'est une carte géographique, la venaison française. Alors oui, c'est exactement ça. Et puis, ça permet de répondre à un vrai besoin de la part des consommateurs qui recherchent des produits locaux. Donc effectivement, en fonction du gibier, vous allez pouvoir trouver votre gibier juste à côté de chez vous. C'est ça l'intérêt de la structuration de cette filière. C'est que quand vous allez chez votre boucher, vous trouvez du sanglier, vous trouvez même du petit gibier, du lièvre qui peut venir de quelques kilomètres simplement aux alentours et qui n'a pas traversé l'hémisphère. Le label marque Venaison Gibier de France, est-ce qu'il nous apprend à cuisiner? Est-ce qu'il y a des recettes qui sont proposées? Parce que si on se lance et qu'on n'a pas l'habitude, on a toujours un peu peur quand on a un faisan ou un lièvre, vous voyez. Alors plus fort, s'il y a cuisson de gibier, faut l'apprendre à l'élaborer. Vous avez raison, ça fait partie des freins. Il y a le goût fort et il y a la difficulté à le cuisiner. Et tout simplement, quand vous allez sur le site de la Fédération nationale des chasseurs ou sur le site www.gibier de France, vous allez trouver des recettes. Et quel est l'enjeu? Eh bien finalement, c'est de trouver des recettes qui soient simples et aussi des recettes qui permettent de désaisonnaliser la consommation. C'est-à-dire que là, nous sommes au mois de juin. Eh bien, quand vous faites un brasero, eh bien, l'idée, c'est de pouvoir mettre du gibier sur votre brasero, accompagné d'asperges, comme on en propose là sur le stand aujourd'hui. Et il y a plein d'autres recettes comme ça, extrêmement simples. Un dos de biche ou de chevreuil, aller-retour, 4 minutes sur chaque face au brasero. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple que ça? J'ai goûté des côtelettes de chevreuil l'an dernier sur de la braise de Serment de Vigne du Val-de-Loire. C'était quand même un grand instant. Willy Schran, souvenir d'enfance. On a là deux jeunes femmes qui se sont lancées. C'est venu comment chez vous? Vous vous souvenez de votre première partie de chasse? J'ai l'impression que ça a démarré dans le berceau, peut-être dans le ventre de ma mère. Donc, ça se peut. Voilà. Alors, je suis plus âgé qu'elle, bien évidemment. Vous êtes assagi. Oui, mais je venais d'un monde rural et d'un monde de la campagne où, dans le fond, soit tu choisissais la chasse, soit tu choisissais la pêche, ou tu choisissais le football. C'est à peu près tout ce qu'il y avait au village. Et souvent, tu prenais les trois, d'ailleurs. Donc, voilà. Un peu chasseur, un peu pêcheur et un peu football. Donc c'est tellement quelque chose qui fait partie de ma vie, c'est tellement profond. Je n'ai pas de souvenir sans chasse. Pascal m'a dit qu'elle tirait au vin le petit plomb pour le canard. Votre premier, je suis sûr qu'il y avait du 16. Je parle de calibre de... Premier lapin avec le 16 de papy. Bon, roulé. Un peu de cul, levé un peu entre les oreilles, bouffe, il m'a fait un cumulé magnifique, je m'en rappellerai toute ma vie. Évidemment qu'on n'oublie pas. Ça vous donne du baume au cœur de savoir que ces deux jeunes femmes vous rejoignent. Oui, ça me donne du baume au cœur. Et quand je vois d'ailleurs la situation actuelle et les dernières études qu'on a fait au niveau de l'Ipsos, et quand je vois que ces valeurs redeviennent à la mode, quand je vois qu'il y a 20% des Français aujourd'hui qui s'interrogent sur le fait d'intégrer ou au moins de découvrir la chasse, quand on voit qu'il y a 7% des Français actuellement, au dernier sondage Ipsos, qui souhaiteraient devenir chasseurs. Mais il y a 10 ans, il y a 5 ans en arrière, on n'aurait même pas imaginé ça. Ça veut dire qu'on a quand même quelque chose qui est moderne, qui est attractif, qui donne envie aux gens. Voilà, aller à la chasse, tuer quelques pièces de gibier, les magnifier, les manger, comme le dit Olivier depuis tout à l'heure, et tout ça dans le bonheur et la rigolade avec les copains. Olivier Touchard, sur le label, est-ce qu'on pourra mettre le nom gibier prélevé par Camille Laplace, gibier prélevé par Fanny Desmamilly, pour donner plus d'humanité et de relief, pour assurer, non, on n'est pas des gens qui massacrent, on est des gens qui sont dans une activité culturelle. En tout cas, ce qu'on pourra mettre sur le label, c'est que, par exemple, il s'agit d'un gibier de France de Bretagne ou un gibier de France du Var ou quelque chose comme ça. Je vous disais qu'on allait s'approcher de l'appellation d'origine. Mais les terroirs, les terroirs, c'est extrêmement important, les terroirs français. Et peut-être pour faire le lien avec ce qui est dit, c'est que c'est aussi une façon, la viande de gibier, la cuisine, de parler de la chasse autrement, différemment, avec des non-chasseurs. Eh bien, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, ici, sur le stand de la Fédération nationale de la chasse de France, au Game Fair de la Motte-Beuvron, avec Willy Schran. On fait une petite pause et on continue à parler de chasse, peut-être avec une représentante de la classe politique française. Allez, on y va. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas.
Nous sommes toujours en direct du stand de la Fédération nationale de la chasse au Game Fair de Lambeaux-Beuvron, au cœur de la Sologne. Autour de la table des personnalités éminentes, nous poursuivons cet échange synergétique, ce débat autour de la chasse qui a été tout à fait convivial et fraternel, et pourtant on n'a évacué aucun débat ni des sujets qui fâchent. Je continue un petit peu parce que quand même le sujet de la venaison, vous comprenez que moi j'ai quand même une sensibilité particulière, et puis quand on rencontre Olivier Touchard et Joël Dantu, on a envie de les entendre davantage. Joël Dantu, chef au Cheval Blanc à Ivoire-le-Marron à la sortie de la Motte-Beuvron, vous êtes vraiment le régional de l'étape, vous êtes un enfant du pays et vous mettez ce patrimoine en valeur. Vous allez chercher dans la terre de France ses couleurs et ses saveurs et vous les restituez dans l'assiette comme un poème, comme une symphonie du terroir et de notre géographie. Joël Dantu, quand on va chez Olivier Touchard chercher une volaille simple, comment, quand on n'est pas un grand cuisinier, on peut le mettre en valeur, comment on peut élaborer le gibier, une recette solognote simple. Alors, une recette solognote simple, par exemple, sur un perdreau ou un faisan. Voilà, on va passer on était à poil, on va passer à plume maintenant. Un petit peu, sur un faisan, donc on peut le traiter exactement comme un poulet. Une volaille. Une volaille, bien la brider, la faire rôtir en cocotte. En cocotte. En ce moment, on a les girolles. Donc, avec des girolles, mettre des petits oignons blancs. On la fait un peu dorer quand même dans le beurre, on la retourne un petit peu doré, comme ça, voilà, que bien ça doré, un peu de lard de colonnata. Bien sûr. Ça donne quand même un peu de. On va rester sur du lard français, nous avons d'excellents cochons en France. Ouais, j'adore le lard de colonnata. Nous restons patriotes quand il s'agit du cochon, n'est-ce pas? Surtout avec Marion qui est à côté de moi, si on va chercher du colonnata. Voilà. Et après, donc, quand votre volaille, votre gibier a bien commencé à rôtir, vous ajoutez les girolles, et vous mettez comme ça à cuire tout doucement pendant 3 quarts d'heure, parce que surtout, faut pas trop cuire le gibier, parce que la viande, sinon, pour pas qu'elle sèche, elle sécherait. Bien l'arroser. Et donc, après, vous avez votre jus, vous décantez, vous enlevez vos girolles, vous laissez réduire votre jus, vous montez au beurre, et vous avez une recette qui est toute simple. Sur un prix tout à fait accessible, n'est-ce pas, Olivier Touchard, le faisant, c'est parce qu'il coûte le plus cher. Et vous parliez d'arroser, Joël Dantu, mais on peut aussi l'arroser au moment qu'on est à table, avec un peu de vin de Valençay, ou un cheverny. Ou un cheverny, on va rester dans le local. On va rester dans le local, un cheverny issu du Gamay ou du Cabernet Franc. Voilà. La France offre toutes les possibilités d'associer nos plats du terroir avec notre patrimoine viticole. C'est l'âme française qui vive. Là, quand je vous écoute, la France est grande, la France est noble, elle rassemble tout le monde, et même la chasse, qui est un sujet souvent de discorde, finalement, Willy Schrad, peut être un sujet de rassemblement. J'en suis persuadé. Marion Maréchal, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, bonjour. Nous ne manquions pas de jeunes femmes, parce qu'il y avait 2 chasseresses qui sont venues avant expliquer leur conversion. Vous représentez un instant de la politique française. On s'est dit qu'une jeune fille comme vous est soucieuse de ne pas contrarier les gens qui vous disent la chasse c'est violent, on tue, et pourtant vous assumez votre passion pour la chasse. Êtes-vous chasseresse vous-même ? Alors, j'assume totalement parce que je n'ai pas le plaisir d'être chasseresse, bien que ça fasse partie des objectifs l'un de mes objectifs de vie, de passer un jour mon permis, mais j'ai plutôt un blocage de temps. Mais je suis dans un environnement de chasseurs, j'ai de très nombreux amis chasseurs, mes frères sont chasseurs, j'ai moi-même participé à plusieurs fois à des chasses, petit gibier, gibier d'eau. Et je dois dire que je vois là un combat pour moi d'ordre civilisationnel, pas seulement économique, pas seulement écologique. Il s'agit de notre rapport à la terre, au terroir, aux vivants, aux écosystèmes, aux traditions, au patrimoine et immatériel aussi que sont les chasses traditionnelles. Et face aujourd'hui à la France Tasti Crousti et Master Poulet de Bali Bagayoko, voilà, j'y vois une fois de plus une œuvre civilisationnelle à défendre. Vous remarquerez que c'est un maire socialiste qui se bat aussi contre Master Poulet à Saint-Ouen. Oui, il est bien seul d'ailleurs, et persécuté par les siens, il faut bien le dire. Voilà, et son voisin s'est déclaré président de la République, celui de Clichy. Vous voyez, donc ça on a 54 candidats à l'élection présidentielle aujourd'hui. On a du mal à suivre. Marion Maréchal, est-ce que les polémiques suscitées par la chasse, ces clivages au sein du débat politique vous désolent ?
Oui, il me désole parce que je pense que la chasse devrait être au contraire un sujet de rassemblement, parce que derrière, évidemment, l'activité de la chasse, il y a aussi des milliers d'heures de bénévolat invisible, justement, au service de l'étude de nos écosystèmes, de la préservation de nos écosystèmes, notamment de nos zones humides, de l'entretien des haies, des chemins ruraux qui disparaissent par centaines de kilomètres depuis maintenant des décennies. Et sans cela, les écologistes n'auraient plus grand-chose à défendre. Voilà, sauf qu'eux ne le savent pas, parce qu'aujourd'hui, l'écologie telle que portée par les Verts, c'est une écologie urbaine, déconnectée, bourgeoise. Voilà, et surtout, ce qu'ils ne connaissent pas, ce qu'ils ne voient pas, c'est que la chasse, c'est aussi un lien social pour quiconque a fréquenté, a participé à des chasses. C'est un moment de camaraderie, c'est un moment entre gens bons vivants, qui aiment la vie, qui aiment les plaisirs de la table. Et c'est aussi ça, être français, il me semble. Vous dites que c'est un sujet de rassemblement national ? Ça devrait, et en tout cas, ce dont je me félicite, en tout cas à mon niveau au Parlement européen où je siège aujourd'hui, c'est que les écolos, pour le coup, ont perdu de leur magistère moral. On obtient petit à petit un certain nombre de victoires, tout n'est pas satisfaisant, mais le déclassement du loup en est une, le fait que nous ayons pu sortir justement les chiens de chasse de cette fameuse directive sur le bien-être animal qui était un nouveau tsunami de normes qui pouvait s'abattre sur eux, le fait que nous sommes en passe d'obtenir également un assouplissement du calendrier sur l'interdiction du plomb, démontre qu'aujourd'hui la coalition des droites au Parlement européen obtient des résultats et c'est heureux pour nos chasseurs. Alors, on parlait de rassemblement national, justement. Il y en a un que vous connaissez bien. Vous avez une tante célèbre qui l'anime, qui Absolument. le porte. Vous en avez fait partie, ça reste de vos amis. On les a sentis quelquefois plus prudents sur la chasse, plus mitigés, plus timorés. Pourtant, il y a de grands chasseurs au Front National, au Rassemblement National. Écoutez, vous avez raison de me permettre, d'où parles-tu camarade ? Eh bien, je parle de la coalition du camp national, puisque je suis, moi, avec mon mouvement Identité Liberté, allié du Rassemblement National et de l'UDR d'Éric Ciotti. Je soutiens la candidature du Rassemblement National. Et c'est vrai que l'une de mes ambitions dans le cadre de cette coalition, c'est de porter justement la voix des chasseurs et plus largement de la ruralité pour qu'elle influe sur la campagne présidentielle, qu'elle soit un des sujets de la campagne, qu'elle existe bien sûr dans le programme présidentiel défendu par le camp national, ce qui sera le cas, et par ailleurs évidemment que nous obtenons des avancées au lendemain d'une éventuelle victoire, notamment le fait de sortir de la chasse du ministère de la transition écologique pour l'intégrer en fait à un grand ministère de la ruralité, de l'agriculture, des forêts et des littoraux, ce qui m'apparaîtrait beaucoup plus en phase finalement avec la réalité de cette pratique. Assurez-moi que ce n'est pas une posture électoraliste et que ce sont vraiment des convictions qui vous habitent quand vous défendez Patrick. Écoutez, je crois que vous pourrez m'accorder quelque chose, c'est qu'aujourd'hui défendre la chasse pour certains n'est pas toujours très populaire. Oui, mais ça vote les chasseurs. Les Schral, ils pèsent lourd. Absolument. Ils ont fait 5% avec M. Saint-Jour. 5% avec M. Saint-Jour. Mais vous savez, on en rit, mais je pense qu'aujourd'hui le désintérêt, voire le mépris que suscite le monde de la chasse et plus largement de la ruralité, c'est aussi, me semble-t-il, un cynique calcul électoral de la part de nos dirigeants qui se dit de toute façon les chasseurs se réduisent comme peau de chagrin. Si on continue comme ça d'ici 2040, on en perdra 500 000. Les agriculteurs se réduisent comme peau de chagrin, donc finalement, c'est un électorat qui nous désintéresse. Mais moi, je vois pas ça d'un point de vue numérique. Une fois de plus, je vois ça d'un point de vue civilisationnel. Et donc, quand on défend l'identité française, on peut pas passer à côté de l'identité de nos territoires ruraux qui passent par la chasse. On n'est pas tous des enfants de Gaza, on est surtout et avant tout tous des descendants de chasseurs. Willy Schran, vous avez exercé une tentative électorale pour des européennes, vous avez été local, je l'ai rappelé, de Commune Flamande. Vous acceptez l'arrivée de Marion Maréchal dans votre club, dans cette grande famille. Elle est la bienvenue. Elle est la bienvenue. Je pense qu'elle a, au sein du mouvement, du Rassemblement National, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sincérité dans sa prise de position pour le monde de la chasse. Donc elle a évidemment tout mon soutien et on l'accueille bien volontiers d'ailleurs aujourd'hui sur notre stand pour discuter de tout ça. La difficulté qu'on a politiquement, c'est qu'on a des amis partout et on a des ennemis partout et dans tous les partis. Et le monde rural a mis beaucoup d'espoir à travers ce que vous représentez, Marion. J'espère que, je sais que vous ne le ferez pas, mais qu'ils ne seront pas déçus, parce qu'au sein de vos mouvements, il y a aussi des pensées qui sont très en opposition d'un point de vue animalisme, d'un point de vue écologique aujourd'hui avec ce que nous sommes. On a des élus de territoire qui sont très proches de nous et qui sont chez vous, on l'entend, et on a aussi des fois une direction, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous n'êtes pas tout à fait dans cette direction et je vous en félicite. On a une direction qui des fois tergiverse sur, vous parlez de chasse traditionnelle. La direction du parti a toujours été hésitante sur le terme chasse traditionnelle, a toujours été hésitante sur la chasse à court.
Je dis que ce n'est pas vous, je le redis. Vous avez toujours été très clair, donc c'est pour ça que vous avez votre place à cette table et vous l'aurez toujours. Mais il y a un moment, il faudra qu'on clarifie. Et ce que je demanderai d'ailleurs aux candidats à l'élection présidentielle, en 10 points, c'est simplement de clarifier. Et on verra, effectivement. Je m'en tiens. Alors qu'il puisse y avoir des sensibilités différentes dans les partis, ce serait ridicule que de le nier. Voilà, d'autant plus les partis sont grands, plus évidemment les sensibilités diverses. Chez tout le monde. Mais je regarde quand même après la réalité des actes posés. Et moi, ce que je constate, c'est que jamais dans le programme présidentiel porté jusqu'ici par le Rassemblement national, et ce ne sera pas le cas ce coup-ci non plus, vous trouverez par exemple l'interdiction de la chasse à courre ou autre interdiction de chasse traditionnelle. Moi, lorsque j'étais encore député du Front National à l'époque, j'avais ardemment défendu la chasse à glu avec le soutien de ma direction. Dans le Vaucluse. Absolument. Très belle circonscription. Voilà, absolument, sublime circonscription. Et par ailleurs, je vois aujourd'hui ce qui est fait au Parlement européen et avec mes collègues du Rassemblement national et notre groupe de CR, nous sommes aujourd'hui en train de travailler sur les directives oiseaux et habitat, justement pour obtenir un assouplissement. Mais même avec mes collègues du Rassemblement national, et on fait ce travail-là. Maintenant, j'ai envie de vous dire, c'est à celui qui donnera le plus de voix et comptez sur moi pour que ma voix soit plus forte que les autres. Willy Schran, pour finir, les chasseurs sont tous des patriotes, sans jeu de mots. Sûr. Ah mais c'est évident. Est-ce que les chasseurs sont dans l'arc républicain? Bien évidemment, ils sont même au centre des valeurs de cet arc républicain. Alors vive la République et vive la France. Vive la France. Et vive la Fédération de la chasse qui nous accueille aujourd'hui. Et vive la chasse. Bientôt. Nous reviendrons et nous continuerons à débattre sur cette belle question. Merci à tous. Merci. À demain sur Sud Radio. Vous restez avec nous.